Des observations franches, des échanges vivants, des solutions concrètes. Briques Villemur. Il se passe quelque chose de bizarre un peu au Parti libéral du Québec ces temps-ci. On en a parlé un peu il y a quelques jours. Farnell Morisset, qui est le candidat libéral dans Tachereau, est allé donner une entrevue dans un balado qui s'appelle Génération Oui. Et il s'est fait demander qu'est-ce que vous allez faire si vous prenez le pouvoir puis que vos demandes à Ottawa sont refusées. Puis il a laissé ouverte la porte à l'indépendance en disant que ça doit demeurer une option. Et là, tollé, parce qu'au Parti libéral, on dit non, on peut pas dire ça. Là. Nous autres, c'est inconditionnel l'appartenance au Canada. Moi, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, Rémi, toi qui es souverainiste, si un jour la souveraineté, ça devenait une mauvaise option, est-ce que tu resterais souverainiste? Et c'est là que je me suis dit que ça se pose pas vraiment de la même façon, cette question-là. Parce qu'au Parti libéral, le rapport au Canada est moins un rapport de cœur qu'un rapport comptable. Et ça, je m'excuse, là, mais c'est Robert Bourassa qui le disait. Là. Robert Bourassa, il disait la même affaire que ça, dans des termes un peu différents. Et ça a toujours un peu été ça historiquement. C'est-à-dire qu'on considère que c'est plus profitable pour le Québec, ce sont les mots qu'on utilise, c'est une meilleure affaire que de rester à l'intérieur du Canada, alors que les souverainistes, eux, c'est une question historique, c'est une question de langue, c'est une question de culture, donc on verrait mal comment un jour, à l'intérieur du Canada, ce serait mieux de servir cette cause-là. Mais là, au Parti libéral, il faut quand même qu'on dise ouvertement, alors, pour se distancer de ce candidat-là, que peu importe ce qui va arriver, on va être en faveur du fédéralisme. Et ça, c'est bizarre, parce que ça veut dire, ça ouvre la porte au fédéral, par exemple, de refuser toutes les demandes, de dire, on a quand même une gang à Québec qui s'appelle Parti libéral du Québec. Eux autres, ils l'ont dit, peu importe ce qui arrive, même si on refuse, ils vont rester à l'intérieur du Québec. Ça s'appelle pas se bâtir un gros rapport de force, là. Non, mais ça veut dire quelque part que tu es dans une continuité du Canada, donc tu t'en fous quelque part de te faire piler ses pieds. Tu n'es pas dans une optique de revendication. Tu es dans une optique, on fait tout pour sauver les meubles, pour ne pas sortir de cette fédération-là. Donc, c'est vrai. Après, tu peux te dire, qu'est-ce qu'on a à proposer? Le rapport pour les souverainistes, les indépendantistes, c'est quelque chose d'existentiel. C'est la question de la survie du peuple avec une continuité historique. T'sais, souvent, on va entendre, par exemple, si t'es marocain, si t'es français, si t'es espagnol, italien, là, c'est comme la fierté d'être italien. T'sais, c'est comme, tu remets pas en question l'idée que t'es un pays. T'es grec, t'es en Grèce, tu remets pas en question l'idée d'être ce peuple-là puis d'avoir ton pays parce que t'as des difficultés financières puis qu'à un moment donné, il y a une crise. Tu vois, donc, alors que c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, ça changerait pas sur le fond, c'est une question existentielle. Alors, qu'est-ce que tu as à proposer quand tu es dans la fédération? C'est juste comme un projet économique. Tu peux avoir des ententes économiques même si tu n'es pas dans ce pays-là. Donc oui, en ce moment, moi, ce que ça me dit sur le Parti libéral du Québec, c'est que c'est pas du tout dans cette lignée. Tu parlais de Robert Bourassa puis de ses revendications. Il y avait quelque chose de l'ordre des revendications du Québec malgré tout. Aujourd'hui, c'est la succursale pépère du Parti libéral ou enfin d'un parti fédéraliste. Puis c'est ça, on plie les chines, c'est tout, là. Il y a pas... en tout cas, je suis peut-être un peu sévère, mais j'ai l'impression que c'est pour ça que ça crée ce tollé, alors que ce qu'a dit Farnell Morissette, au fond, c'était peut-être ce qui connectait avec un parti libéral d'il y a quelques décennies de ça, mais qui n'a plus rien à voir avec le Parti libéral québécois d'aujourd'hui. Oui, la formule exacte, je suis allé faire une petite recherche, c'est fédéralisme rentable. Donc, c'est ce que disait Robert Bourassa. On reste dans le Canada parce que c'est rentable, pas pour d'autres raisons. Là. On reste pas parce qu'on a l'impression que le français va mieux survivre à l'intérieur du Canada, pas parce qu'on pense que la culture québécoise va... Non, c'est parce que c'est rentable. Et ce qui est bizarre, c'est que Charles Milliard, qui est le chef du Parti libéral du Québec, se réclame de Robert Bourassa. Oui. Et c'est lui qui a quand même dû dire... On n'est pas con, là. À Farnell Morisset, dans une conversation privée, arrête, là. Donne pas d'entrevue, là. Fais-toi discret, OK, là, tu nous as suffisamment mis dans l'embarras. Donc, en réalité, il y a tout un double jeu là-dedans. Là. On se réclame de Robert Bourassa, mais on sait très bien que le parti est ailleurs en 2026. François Fournier est avec nous. Bonjour, François. Salut, Karima. Ah, on t'entend pas, François. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Merveilleux. Farnell Morisset, le contact est Farnell Morisset, ça, c'est un candidat dans Tachereau. Tachereau, c'est à Québec, ça. Oui. Qu'est-ce que tu en dis de toute cette histoire? C'est drôle que tu commences par ce point-là parce que je pense que c'est une considération qui n'est pas anodine, le comté, parce que Tachereau est l'un des comtés les plus souverainistes de Québec depuis Mathusalem. Donc, si
il dit ça, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une considération pour les électeurs de son comté qui ont voté quand même dans des grandes marges pour le oui. C'est un château fort du PQ. Agnès Maltais a été députée durant longtemps. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est un élément que peu de gens, en fait, je pense qu'on est les premiers à soulever ça, là, c'est qu'il y a des gens qui ont l'air à oublier dans quel comté ils se présentent. Ils se présentent Catherine dans un Dorion comté. aussi, on peut se Catherine rappeler Dorion, de ça, donc, de QS à l'époque. Exact. Donc, c'est un comté qui a été détenu par le PQ il y a très longtemps. Je pense qu'il faut remonter à il y a comme 30 ans pour qu'il y ait un libéral dans ce comté-là, si ma mémoire est bonne. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ça fait très longtemps là, qu'il y a eu autre chose que soit un péquiste ou un solidaire dans ce comté-là. Donc, il y a une sensibilité aussi pour les électeurs de son comté, peut-être derrière cette déclaration, ou pas. Peut-être qu'il n'y a pas pensé non plus. Mais je trouve que tout ce débat-là montre plusieurs choses. Que les partis sont des machines à broyer l'autonomie intellectuelle de leurs candidats, ce qu'on appelle affectueusement la ligne de parti. Mais moi, j'aime mieux ma formulation qu'on empêche les gens d'exercer leur libre arbitre, finalement, parce que ce que dit Farnell Morissette, d'une certaine manière, c'est de dire, ben, quand on joue une game de poker, ça sera un peu stupide à l'avance de dire, savez-vous quoi, je blufferai jamais. Ou savez-vous quoi, j'ai une floche, mais je l'utiliserai jamais. Non, normalement, tu gardes dans tes mains tous les instruments possibles, dans la mesure de la légalité, évidemment, pour pouvoir gagner, pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Si d'emblée, tu dis, ben, savez-vous quoi, je vous le dis tout de suite, je vais m'attacher les mains dans le dos et j'utiliserai jamais tel recours, on s'en va vers c'est garanti pratiquement qu'on s'en va vers un échec. L'autre point qui me semble intéressant là-dedans, c'est que je pense que la position et du Parti libéral et du Parti québécois est minoritaire dans la population. Je m'explique. C'est-à-dire que la part de gens qui sont fédéralistes, peu importe le coût, elle est très faible. Comme la part des souverainistes qui sont souverainistes, peu importe ce que ça impliquerait, mettons qu'on fait des scénarios théoriques qui pourraient être difficiles ou avoir des sacrifices sur le plan personnel, elle est quand même assez faible aussi. À mon avis, elle représente peut-être le score que faisait le PQ avant que Paul Saint-Pierre Plamondon le reprenne puis remette ça sur les rails. Donc, la vaste majorité des Québécois, Jean-Marc Léger pourrait nous le confirmer, sont toujours un peu dans l'espace du peut-être. Donc, un pied dedans, un pied dehors, et gardent toujours à l'esprit, je pense, cette idée que ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce qui nous est présenté, ça dépend de quel avantage je pourrais en tirer. Et l'idée de garder cette possibilité-là vivante, qu'on pourrait pencher pour le oui comme pour le non, je pense qu'elle est inscrite un peu dans l'ADN de comment les Québécois perçoivent la politique. C'est-à-dire, t'auras jamais un oui très franc, mais t'auras jamais un non très franc aussi. Ça dépend du contexte, ça dépend de la situation politique et géopolitique, ça dépend, d'un paquet de facteurs. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que quand tu regardes ceux qui sont, comme disait, mettons Rémi, là, des souverainistes convaincus ou d'autres, il y a pas, c'est tellement existentiel que c'est pas peut-être oui, peut-être non. Il y a quand même des poches de population. Pour eux, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la survie de cette nation-là. Oui, c'est ça, mais comme je dis, pour moi, je pense que c'est la frange de la population qui va être dans un camp ou va être dans l'autre. Puis à mon avis, c'est un peu ça qui explique pourquoi la CAQ a eu du succès politique à un moment donné, parce que c'était ni oui, ni non. Au début, je sais pas si vous vous rappelez, mais François Legault, au départ, il a jamais dit qu'il était fédéraliste. Il a dit, on prend ce sujet-là puis on le met comme sur la glace pour 10 ans. C'était ça la première affirmation de leur position constitutionnelle, c'était on prend une pause comme de 10 ans. Et ça, moi, je pense que ça rejoint comme l'inclinaison naturelle de beaucoup d'électeurs. C'est-à-dire que peut-être, je le sais pas, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de comment on présente ça, ça dépend si le chef, j'y fais confiance, ça dépend si, tu sais, on le voyait là, même en 1995, selon qui était le chef du oui, les appuis changeaient. Donc, vous comprenez que dans cette configuration-là, ça veut dire qu'il y a une part des électeurs que, si c'est Parizeau, c'est non, mais M. Bouchard, je lui fais confiance. Ah ouais. Ben, ça indique quoi, ça? Ça indique que tu as une partie de la population que c'est ni oui ni non. C'est oui selon le contexte ou non selon le contexte. Et la déclaration de Farnell Morissette, à mon avis, puis j'ai écouté l'entrevue qu'il a donnée au complet. Moi, en l'écoutant, je me suis dit, c'est sûr que ça va déplaire à des gens. Mais à quelque part, je me disais, il me semble que c'est quand même juste le bon sens élémentaire de dire l'option n'est pas inenvisageable dans un monde où ce serait vraiment inacceptable de rester dans ce pays-là. Il me semble que même quelqu'un qui adhère au fédéralisme devrait avoir cette idée-là quelque part dans son esprit.
François, en plus, toi, tu as dit, il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment dit, c'est que c'est un candidat de Taschereau. Taschereau, comté indépendantiste, peut-être qu'il veut parler à son monde. Il y a autre chose qui n'a pas été suffisamment dit. Il est jeune, Farnel Morisset. C'est un militant, c'est un jeune candidat dans la trentaine, début trentaine, si je ne m'abuse. Donc, c'est peut-être aussi cette nouvelle génération de fédéralistes qui ne sont pas des fédéralistes malgré tout, c'est-à-dire à aucune condition. C'est des gens qu'il faut qu'ils soient convaincus eux-mêmes que c'est une bonne idée, et s'ils ont des raisons de croire que c'est pas une bonne idée de l'être, ben, ils gardent une porte ouverte. C'est peut-être ça aussi. Il incarnerait une nouvelle génération. Oui, ben, effectivement. Puis je pense qu'il, lui, dans son esprit, il considère aussi la chose suivante, c'est que le Parti libéral, historiquement au Québec, en tout cas au moins dans les 40-50 dernières années, c'est comme le seul véhicule politique qui était capable de faire le lien entre les francophones et les anglophones au Québec. Donc c'est le seul parti qui pouvait, par exemple, faire élire des députés dans le West Island et en même temps un Philippe Couillard dans Robertval, comté pratiquement à 100% francophone. Mais ils l'ont perdu, ça, ce côté-là. Et s'ils veulent le retrouver, ben, ils n'ont pas le choix de connecter avec l'électorat francophone. Et l'électorat francophone, comme j'ai dit, qui est dans l'espace du ni oui ni non, peut-être, ça dépend. Lui, tu peux pas lui dire, ben, l'option, je la prends, je la mets dans la poubelle. Parce que lui, dans son esprit, il se dit, ouais, mais attends un peu, là, si jamais ça dérapait, si jamais il arrivait telle affaire, peut-être que ce serait une bonne idée. Donc, à mon avis, c'est pas une position avec laquelle tu peux connecter avec l'électorat francophone parce qu'il n'est pas là. Il est juste pas là. Mais en même temps, François, je pense qu'on oublie une composante très importante. Tu parlais de la CAQ, c'est ni oui ni non. Je pense que ça allait au-delà de ça parce que la CAQ, les succès de la CAQ, ça a été sur le point de vue nationaliste, sur les aspects identitaires. En fait, la CAQ, c'était identité forte. On fait aussi des promesses en termes économiques. On a vu qu'il y a eu quand même quelques fiascos là-dessus. Mais c'est quand même identité plus, nationalisme plus. Puis la question, tu sais, les Québécois, au fond, ils ont-tu le goût vraiment de s'embarquer là-dedans? Ils ont-tu, tu sais, le courage de vraiment se poser la question puis d'assumer? C'est comme si on mettait ça de côté. T'oublies pas la composante un peu nationaliste que le Parti libéral québécois aujourd'hui, j'allais dire, c'est pas son cheval de bataille là-dessus, là, sur le côté identitaire, c'est même ils sont un peu en guerre contre ça quelque part. Ben oui, puis le Parti libéral québécois, un peu comme son homologue au fédéral, sont bons pour prendre des positions et après nous dire le contraire. J'en citerai quelques exemples. Puis après, lorsqu'on a ramené le dossier de la loi 21, là, ils ont commencé à dire ça n'a pas de bon sens, toutes sortes de dispositions qu'il y avait là-dedans. Mais ils ont oublié de nous dire que quand ils étaient au pouvoir, ils travaillaient sur ce qu'ils appelaient la loi sur les services reçus à visage découvert, qui imposait à une partie des employés de l'État les mêmes affaires qu'il y avait dans la loi 21. Ça allait juste moins loin. Donc, tu avais ça. Tu as aussi, dans la région de Québec, le fameux dossier du troisième lien. Le Parti libéral du Québec est devenu contre une fois dans l'opposition. Je rappellerai une chose, c'est eux qui ont ouvert le bureau de projet du troisième lien lorsqu'ils étaient au pouvoir. Donc ça, là, c'est aussi des tergiversations qui minent leur crédibilité dans l'électorat. Là. C'est-à-dire proposer une chose puis finalement dire le contraire. Là. Ça, il y a un problème de cohérence dans le long terme. Là. Là, on va changer de registre un tout petit peu, mais c'est la vie, c'est ça qui se passe au Québec aussi. Il y a des machines de consignation au Québec, on le sait, ça c'est fait pour mettre des bouteilles dedans. Donc on met des bouteilles, des canettes, on consigne. Malheureusement, il y a des employés dans ces centres-là qui trouvent autre chose que ça. On a des photos de ça, on ne les mettra pas à l'écran, là, mais c'est sorti dans les dernières heures, c'était dans les pages du journal. Des animaux morts, des tournevis, des couches souillées. Dans une bouteille, on a retrouvé une famille de rats. Je ne sais pas comment le prendre, ce sujet-là, François. Est-ce que c'est ce que je pense, c'est-à-dire de la maladie mentale, beaucoup des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, c'est pas vraiment qu'ils veulent horrifier les employés des centres de consignation, ou on est dans un monde où il y a véritablement des gens qui pensent que c'est une bonne idée de jouer des tours pareils? Probablement qu'il y a des gens qui sont des petits farceurs qui sont pas si drôles que ça finalement parce que là ils endommagent quand même du matériel puis ils nuisent au travail de des employés là, parce que je vois pas pourquoi dans ton sac de canettes de Pepsi il y aurait ce qui ressemble, on nous dit dans l'article, à un échantillon de sperme.
Donc, j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi on met ça dans un sac de canettes, là. Donc, ça me semble peut-être être des gens qui font des mauvaises blagues. Mais au-delà de l'anecdote, il y a quelque chose qui est révélateur, je pense, de beaucoup de choses qui se passent au Québec là-dedans. C'est qu'il y avait un système qui fonctionnait quand même bien. Les gens ramenaient leurs consignes à l'épicerie ou dans les dépanneurs, mettaient eux-mêmes les canettes dans ces fameuses machines qu'il y avait partout. Puis si vous brisez une machine, ben là, le commis de l'épicerie va venir vous voir, là, puis vous êtes quand même d'une entreprise privée, là. Ça se peut même qu'il porte plainte à la police si vous avez mis un morceau de marteau dans la machine au lieu d'une canette. Là, on a mandaté un organisme pour faire un truc comme Pan québécois, qui a toutes sortes de problèmes, toutes sortes les gens finalement sont pas satisfaits là, de ce que je peux voir des différents commentaires. Et dans ce système-là, en gros, je l'ai expérimenté moi-même, vous arrivez puis vous videz dans une machine qui trie l'essentiel de ce que vous avez mis dans vos sacs. Donc, plutôt que, il y a comme une forme de déresponsabilisation individuelle qui vient, on dirait, avec la mécanique de la chose. C'est que au lieu de trier toi-même tes affaires et de les mettre dans la petite machine, tu vides ça sur un tapis puis il vogue la galère, on me donne un ticket qui dit, bon, on vous doit 23,50. Là. Donc, je me pose la question, quelle était la pertinence d'implanter ces centres-là, alors que je pense que les Québécois s'étaient habitués à la consigne, s'étaient habitués à se rendre dans ces lieux-là, puis ramener leurs canettes, ramener leurs bouteilles, ou d'aller au comptoir de l'épicerie, au comptoir du dépanneur. J'ai de la misère à comprendre quelle est la plus-value d'avoir implanté ces magasins-là, d'avoir implanté ces chaînes-là, où visiblement les employés ont l'air de rapporter qu'il y a des problèmes, mais aussi les utilisateurs. Là. Il y a eu différents reportages dans les dernières semaines où des gens disaient « Ben là, c'est long, on attend, les machines sont brisées, finalement, il n'y aura pas d'argent comptant pour nous payer alors qu'à l'épicerie, tu donnais ton ticket, puis finalement, on déduisait de ta facture le montant que tu avais dans le... Donc, je me questionne un peu pourquoi on a implanté ça au final. Quel était l'objectif derrière? J'ai de la misère à voir en quoi c'était une bonne mesure puis en quoi c'était nécessaire d'aller vers ça. Complètement. Et parlons de cette histoire un peu folle là, de cette arrestation de gangs indiens. Et là, ça a des connexions au Canada, aux États-Unis, bref, à l'international. Et il y aurait un lien avec l'assassinat d'un séparatiste sikh qui habitait au Canada. Ben c'est ça, c'est que la GRC, en partenariat avec les autorités américaines puis d'autres autorités internationales, ont arrêté des dizaines de membres d'un gang indien. Parce que vous savez qu'en Inde, bon, le séparatisme sikh, qui est peut-être un peu moins fort aujourd'hui, mais qui l'est quand même, est persécuté par le gouvernement indien et pas seulement sur le territoire, à l'international. Donc, c'est ce qui a amené à des grosses frictions entre le Canada et l'Inde, les États-Unis et l'Inde. Mais ce que je trouve particulièrement inquiétant, c'est que là, on dit qu'il y en a quand même 3 des membres ont été arrêtés par les services canadiens, puis les autres essentiellement par les services américains. Mais il y a quelques jours, sortait également dans le National Post un article qui s'appelait « La GRC est handicapée par une technologie désuète et une culture de la réticence au risque ». Et dans cet article-là, on nous disait que la GRC, qui collabore avec les autorités américaines, là, se sont fait dire, en gros, vous êtes dépassés par les événements, vous suivez plus le rythme, vos technologies de surveillance des gens qui pourraient être potentiellement dangereux, comme des terroristes ou encore des assassins de gangs internationaux, sont pas à la hauteur de ce qu'on a besoin dans le monde moderne pour traquer ces criminels-là. Donc, tu sais, je veux pas sonner alarmiste, là, mais on est quand même dans un monde qui est en transformation, là, puis en 2026, les criminels, ils peuvent venir d'organisations internationales, comme c'est le cas présentement, là. Puis, tu sais, on se fait à croire qu'on est en guerre avec les États-Unis, puis on peut s'en passer d'eux, puis elbows up, là. Mais je sais pas ce qui serait arrivé de ces gens-là s'il n'était de l'action des autorités américaines là-dedans, parce que la GRC, à mon avis, est pas capable de démanteler ces gangs-là à elle seule, là. Ben non, puis honnêtement, je veux dire, c'est pas juste Justin Trudeau, là, en passant. Non, c'est des décennies C'était avant Justin Trudeau, c'est après Justin Trudeau. On a aussi des détails concernant l'ingérence chinoise. C'est rendu qu'ils essayent d'infiltrer des départements d'éducation pour voler des travaux de recherche, voler des progrès scientifiques. Le Canada, honnêtement, à cette échelle-là, là, je suis à peu près sûr qu'on est au même niveau que beaucoup de pays du tiers-monde, là. Au niveau des services de secret, des renseignements, de la capacité d'intercepter des tentatives. Je pense qu'on n'est vraiment pas du tout équipé du tout. Et de faire un peu l'arrogant avec les États-Unis, on est un pays à part, on n'a pas besoin des Américains, alors qu'à chaque fois qu'on est dans le trouble au Canada, et on exclut la personne qui parle, ben c'est les Américains dont on a besoin.
Oui, absolument. Puis on faisait état dans l'article de systèmes informatiques anciens, vieillissants et défaillants qui empêchent la GRC d'adopter des technologies plus récentes, ce qui signifie que la police nationale prend également un retard technologique par rapport à ses partenaires. Donc, autrement dit, les autres organisations des pays commencent à dire, ben, ça commence à être compliqué de travailler avec la GRC parce que vous êtes très en retard d'un point de vue technologique, là. Ça, je suis désolé, là, mais dans les missions fondamentales de l'État, là, je pense qu'il faudrait peut-être penser à recentrer un peu là-dessus. Là. La sécurité, c'est une mission fondamentale de l'État. Peut-être qu'on devrait faire moins de choses, mais mieux de celles qui sont essentielles. Oui, bien là, certains diront, là, l'argent n'est pas infini. Là, on a annoncé des milliards, notamment pour la défense au Canada. Puis François, je voulais juste t'entendre là-dessus en terminant. Il n'y a pas aussi tout cet enjeu de cette importation de conflits, quelque part, à l'international, mais sur le sol canadien. Tu sais, des enjeux que tu dis, ça devrait même pas avoir lieu ici. Et on se retrouve avec ces problématiques-là. Ben carrément, puis même le caucus libéral lui-même a failli à quelques reprises un peu éclater, notamment à cause de l'histoire de la situation à Gaza, là, parce que tu avais une aile plutôt pro-Israël, plutôt sioniste, et tu avais une autre aile plutôt pro-Palestine, plutôt anti-Israël. Et là, ces gens-là doivent cohabiter. Mais dans un monde normal, ce gouvernement-là est censé être pro-canadien, là. Est censé d'être pro-Canada, pro-intérêt canadien. Et quel est notre intérêt dans toutes sortes de... Tu sais, quel est l'intérêt des Canadiens dans le séparatisme sikh et dans la manière dont le gouvernement indien gère ça? Là. On n'a aucun intérêt à ça, en réalité. De ce qui nous devrait nous intéresser, c'est la sécurité nationale sur le territoire. Mais là, on doit composer avec ça parce qu'il y a des membres de ces minorités-là, ils se font persécuter par le gouvernement, on les accueille comme réfugiés, puis après, on est surpris qu'il y a des ressortissants à qui on peut s'en prendre, justement par des organisations criminelles qui viennent de ces pays-là. Il me semble que ça va un peu sous le sens que si tu accueilles ces gens-là, ça va venir avec, là. Oui, oui. Puis les Canadiens auront ce qu'ils méritent. C'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient, le multiculturalisme. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut assumer. Hein, il faut assumer. Ils ont eu cette idée-là, cette brillante idée qui marche nulle part. Eh bien, vivez avec les conséquences. Puis on parlait d'argent qui est investi. On vient d'envoyer 900 millions à l'Ukraine, là. Donc, il y en a peut-être de l'argent quelque part, finalement, pour s'occuper de ces frontières. Merci beaucoup, François Fournier. À demain. Merci, bye-bye.